Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un exercice qui est souvent redouté. Parler de ses faiblesses. Ah oui, le fameux sujet. Que ce soit en entretien ou bien lors d'une évaluation, même dans une discussion, on va dire plus perso, on a vite l'impression de marcher sur des œufs, Hmm. voire de se saboter un peu. C'est ça, on a peur de dire la mauvaise chose. Exactement. C'est ce moment délicat où l'on craint de paraître incompétent ou de donner des munitions contre soi-même, quoi. Tout à fait. Alors, pour nous guider, on a mis la main sur un document assez pertinent. C'est un extrait d'une formation qui est dispensée par LRDCIP. C'est un organisme qui est spécialisé en com interpersonnel et pro. D'accord. Et le titre est très direct. Comment parler de ses faiblesses sans se tirer une balle dans le pied? Au moins c'est clair. Voilà. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble les stratégies qu'il propose pour transformer cette conversation qui peut être un peu piégeuse en une démonstration d'authenticité et aussi de capacité d'évolution. Mhm. Comment naviguer ce sujet avec finesse? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et c'est vrai que c'est une crainte quasi universelle. Personne n'aime vraiment étaler ses points faibles, ses difficultés. Non, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, et que cette source met bien en lumière, c'est qu'une approche réfléchie, ça peut radicalement changer la perception. Ah oui, Il ne s'agit pas de nier ou de mentir, mais plutôt de trouver le bon équilibre. d'accord. L'idée maîtresse qui se dégage vraiment, c'est cette combinaison. L'authenticité, oui, mais une authenticité préparée, réfléchie. Authenticité préparée. Voilà. C'est ce mélange, en fait, qui peut faire basculer l'échange du négatif vers quelque chose de positif. D'accord, intéressant. Alors, plongeons dans le premier conseil clé de cette formation. Ils disent choisir la bonne faiblesse. L'idée ici, c'est pas de sortir la première chose qui nous vient à l'esprit comme ça, mais de faire un choix Stratégique. stratégique, oui. Il faut sélectionner une faiblesse réelle, bien sûr, mais qui ne soit pas rédhibitoire pour le contexte, Voilà. qui ne plombe pas tôt, c'est ça. L'exemple donné par LRDCIP est assez parlant. Si on vise un poste de commercial, mieux vaut éviter de confesser une aversion profonde pour le contact client. Bon, ça semble logique, oui. Ça semble évident, mais le rappel est utile, je trouve. Absolument. Et ce choix, il est directement lié à la conscience de soi, en fait. Ah oui, Choisir une faiblesse pertinente, une sur laquelle on a déjà un peu réfléchi, ça montre une démarche introspective. C'est pas une réponse paniquée ou improvisée qu'on sort du chapeau. d'accord. Cela dit, il y a peut-être un piège à éviter, hein. Choisir une faiblesse trop classique, genre Ou trop lisse, du genre je suis trop perfectionniste. Ça peut sonner faux ou un peu calculé. oui, on l'a tous entendu celui-là. Voilà. Le document suggère de choisir quelque chose d'assez spécifique pour être crédible, mais pas si central que ça disqualifie d'emblée. C'est un exercice d'équilibre, en fait, Un équilibre délicat. qui démontre une certaine maturité, une connaissance de soi. C'est juste. Et ça nous mène directement au deuxième point, qui est sans doute le cœur de la stratégie. Il ne suffit pas de nommer la faiblesse, il faut faire plus. Exactement. Il faut montrer sa démarche proactive. L'accent est mis ici sur l'action. Mhm. Ce n'est plus simplement un constat du type «je suis comme ça», mais un processus. Je suis conscient de ce point et voilà ce que j'entreprends. Ça change tout. Par exemple, si on identifie une difficulté avec la gestion des priorités, ce qui est un défi assez commun finalement, Oui, ça arrive à beaucoup de monde. la formation LRDCIP suggère de mentionner les actions concrètes. Par exemple, l'adoption d'une méthode spécifique comme la matrice d'Eisenhower ou Des outils, l'utilisation d'outils de gestion de tâches, oui, ou même le suivi d'un atelier sur l'organisation. d'accord, Ça transforme la faiblesse en un projet d'amélioration. c'est en cours. Oui, on passe de «j'ai un problème» à «voici comment je travaille dessus». C'est ça. On sent tout de suite que la personne ne subit pas, elle agit. Exactement. Et si on prend un peu de recul, cette approche, elle permet de reprendre le contrôle du récit, en fait. Ah, intéressant. Le contrôle du récit. Oui, la faiblesse n'est plus présentée comme une étiquette figée, mais comme le point de départ d'une histoire. Une histoire de développement. Hmm, Et psychologiquement, c'est beaucoup plus engageant pour la personne en face. On passe d'une posture un peu passive à une posture active, orientée solution. Ce qui est une qualité en soi. Tout à fait. C'est une démonstration de résilience, de capacité d'apprentissage, des qualités très recherchées. D'accord. Et la source insiste sur un point essentiel pour rendre ça convaincant. Illustrer, si possible, avec des preuves, des résultats, même petits. Même modeste, oui. Parler d'un projet récent où on a appliqué ces nouvelles méthodes avec succès, ou mentionner un feedback positif qu'on a reçu suite à ces efforts. Ah oui, le feedback. Ça ancre la démarche dans le réel.
Ça renforce considérablement la crédibilité. On ne dit pas juste « j'essaye », on montre que ça commence à porter ses fruits. Oui, passer de l'intention à la démonstration, c'est ça qui est crucial. Le troisième conseil s'inscrit d'ailleurs dans cette logique. Équilibrer son discours. Équilibrer. Il s'agit de ne pas laisser la faiblesse monopoliser toute la conversation. La recommandation, c'est de la contextualiser, voire de la contrebalancer avec des forces qui sont connexes. Ah, intéressant. L'exemple cité, c'est celui de la procrastination. Oh, la procrastination, un grand classique. Qui ne connaît pas? Voilà. Elle pourrait être nuancée par une capacité reconnue à être, par exemple, extrêmement performant et concentré sous pression quand l'échéance approche. D'accord, trouver un pendant positif. C'est un peu ça. Et il y a aussi cette notion de ton. Adopter un ton positif, constructif. Comment ça apte? Plutôt que de dire crûment « je suis désorganisé », ce qui sonne assez lourd, assez définitif. Oui, c'est plombant. La source propose une reformulation. Quelque chose comme « j'ai identifié que j'avais une marge de progression dans la structuration de mes tâches et je travaille activement à mettre en place des systèmes pour gagner en efficacité ». Ah oui, c'est subtil. Ça change la perception. Carrément. C'est une technique de communication qui est très efficace. On appelle ça souvent le reframing, la reformulation positive. Reframing? On ne nie pas la difficulté, mais on la présente sous un jour différent en mettant l'accent sur le processus d'amélioration, sur la volonté d'apprendre. Ça témoigne d'une attitude proactive. D'accord. Toutefois, il faut faire attention. Il faut veiller à ce que ça ne sonne pas comme une tentative de minimiser ou de déguiser le problème. Oui, il ne faut pas que ça fasse langue de bois. Exactement. L'équilibre est important, hein. Reconnaître la faiblesse, tout en montrant qu'on s'en occupe activement et positivement. C'est montrer qu'on est, en quelque sorte, plus grand que sa faiblesse. Cet équilibre nous amène au quatrième point, qui est peut-être le plus délicat finalement. Rester authentique et honnête. Ah, l'authenticité. La formation met en garde contre les réponses stéréotypées ou les faiblesses déguisées en force. On en parlait. Le fameux perfectionniste. Voilà, je suis trop perfectionniste ou oh là là, je travaille trop. Ces clichés, souvent, ils manquent de crédibilité et ils peuvent même irriter un peu. C'est vrai. Confiance. C'est là qu'intervient une tension intéressante. Comment on concilier la préparation et l'authenticité? Oui, bonne question. Si on prépare trop, est-ce qu'on ne risque pas de paraître artificiel? Le point clé ici, je crois, c'est que la préparation ne doit pas viser à créer un personnage, mais plutôt à clarifier sa propre pensée sur une faiblesse qu'on a réellement identifiée. D'accord. Une préparation pour soi, avant tout. Exactement. L'authenticité, elle ne se manifeste pas dans l'improvisation totale, mais dans la capacité à parler sincèrement de cette faiblesse. Et comment on montre cette sincérité? D'ailleurs, un indicateur d'authenticité qui est souligné par LRDCIP, c'est la capacité à approfondir le sujet si l'interlocuteur pose des questions. Ah oui, ne pas être pris au dépourvu. Voilà. Si on peut expliquer concrètement comment cette faiblesse se manifeste, quel impact elle a, et puis détailler les efforts qu'on entreprend, ça renforce la crédibilité. Ça montre qu'on y a vraiment réfléchi. C'est ça. Être ouvert à la discussion montre qu'on ne récite pas une réponse apprise par cœur, mais qu'on a mené une véritable introspection. Et paradoxalement, cette vulnérabilité assumée, discutée, elle peut être interprétée comme une marque de confiance en soi. Et de maturité, oui. Et de maturité. C'est un paradoxe intéressant. Montrer qu'on est conscient de ses limites peut finalement renforcer l'image de solidité. Et pour être à l'aise dans cette discussion, on arrive au cinquième et dernier conseil, très concret celui-là, pratiquer son discours. La pratique. Essentiel. Comme pour toute présentation ou intervention un peu stressante en fait. S'entraîner en amont, ça peut faire une énorme différence. Que ce soit pour un entretien, une éval ou même une discussion délicate avec un collaborateur. Le simple fait de répéter à voix haute, ça permet de trouver les mots justes, d'organiser ses idées. D'être plus fluide. Voilà, d'être plus concis, plus fluide. Ça aide à réduire le trac et à éviter les bafouillages ou les réponses confuses le jour J. C'est une étape de préparation très pragmatique. Tout à fait. Et la pratique, ça ne se limite pas forcément à répéter celle devant son miroir, hein. Non. La formation suggère aussi de solliciter des retours, des feedbacks. De la part de qui? S'entraîner avec un ami, un mentor ou un collègue de confiance, ça peut être extrêmement bénéfique. Ah oui, un regard extérieur. Exactement. Leur regard peut aider à identifier si le message est clair, si le ton est juste, si l'équilibre est bon. Ce feedback permet d'affiner son approche. D'accord. L'objectif, c'est pas d'apprendre un script par cœur, attention, hein. Non, ça retomberait dans l'artificiel. Voilà. C'est plutôt d'internaliser son message, de le maîtriser suffisamment pour pouvoir le livrer de manière naturelle,
convaincante. La préparation, ça renforce l'assurance et ça contribue à l'authenticité perçue. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que ça signifie concrètement? L'idée centrale qui ressort de cette exploration des conseils de LRDCIP, c'est qu'en abordant la question des faiblesses de manière réfléchie, stratégique, on peut renverser la perspective. Oui, c'est ça. Au lieu d'être un moment redouté, un aveu potentiellement négatif, ça devient une occasion de démontrer des qualités qui sont en fait essentielles. Comme la conscience de soi, la proactivité, la capacité d'apprentissage, et puis un engagement sincère envers son propre développement. Précisément. C'est une compétence de communication qui va bien au-delà du seul entretien d'embauche en réalité. Ah oui? Savoir parler de ces axes d'amélioration de manière constructive, c'est précieux dans toutes les sphères professionnelles. Les évaluations, le management, la collaboration, et même perso, peut-être. Et même personnel, oui. Ça favorise la compréhension mutuelle, la résolution de problèmes. Hmm. Comme le suggère la source, cette approche réfléchie a vraiment le potentiel de transformer ce qui est perçu comme un point faible en une preuve de maturité. Et d'adaptabilité. Et d'adaptabilité, exactement. Pour ceux qui nous écoutent, que l'objectif soit de préparer un échange spécifique ou d'améliorer la communication au quotidien, ou même de mieux se connaître, ces stratégies offrent une sorte de feuille de route. Une méthode. Voilà, une méthode pour aborder ce sujet délicat avec plus de confiance et plus d'impact. Il s'agit de montrer qu'on est en chemin et que ce chemin est orienté vers le progrès. D'accord? Donc, en résumé, les 5 piliers seraient choisir judicieusement sa faiblesse, 1. Oui. 2. Démontrer activement les mesures prises pour progresser. La proactivité. 3. Équilibrer son discours, le nuancer, adopter un ton positif. L'équilibre. 4. Privilégier l'authenticité et être prêt à discuter. L'honnêteté. Et 5. Ne pas sous-estimer le pouvoir de la préparation et de la pratique. La préparation. Voilà. Un grand merci à cette formation de LRDCP pour cette structure qui est assez éclairante, je trouve. Oui, c'est très structuré. Peut-être une dernière réflexion, pour aller un peu plus loin. Je vous écoute? Ces conseils se concentrent beaucoup sur la manière de parler des faiblesses qu'on a soi-même identifiées. Oui. Mais qu'en est-il de la démarche inverse? Comment le fait de solliciter activement du feedback pour découvrir les points faibles ou les zones d'ombre perçues par les autres, nos collègues, nos managers, nos proches? Ah, aller chercher le miroir externe. Exactement. Comment est-ce que ça pourrait influencer non seulement notre façon d'en parler ensuite, mais peut-être aussi la nature même de notre développement? Bonne question. Ça ouvre une autre porte sur la conscience de soi, une porte peut-être plus difficile à franchir, Certainement. mais potentiellement très riche en apprentissage. C'est une piste à explorer, individuellement, je pense.